200 000 habitants, 180 000 km², au cœur de l'Asie des moussons, le Cambodge, oasis de paix aux marges du Vietnam. Nous sommes des êtres qui désirons le bonheur et abhorrons la souffrance. Voici les rues de Phnom Penh, la capitale du royaume depuis 100 ans. Phnom Penh qui a la réputation d'être l'une des plus agréables des villes de toute l'Asie. Pittoresque, elle a su rester à l'échelle humaine, bien que sa population dépasse maintenant les 600 000 habitants. À travers elle, c'est tout le peuple khmer qui s'apprête à accueillir le président de la République française, ce 30 août 1966. Ces jeunes filles qui vont tout à l'heure tracer un tapis de fleurs sur le passage de l'hôte de leur pays sont les interprètes du sentiment général d'amitié envers la France. Une amitié que l'on retrouvera tout au long du séjour dans les attentions, les marques de considération que prodiguera le prince Norodom Sihanouk, chef de l'État. L'appareil présidentiel immobilisé sur la piste de l'aéroport de Pochentong, le prince Norodom Sihanouk est aux côtés de la reine Sisovat Kosamak Noariseat pour accueillir le général de Gaulle. La reine est la gardienne du trône depuis le décès de son époux en 1960, mais elle ne règne pas conformément à la constitution du pays qui assure l'héritage aux seuls descendants mâles de la dynastie. Honoré de vous voir et d'être au Cambodge. Ma femme vous partage ses sentiments. Saluez sa majesté la reine. Ma mère est honorée et extrêmement heureuse d'avoir l'occasion de vous saluer. Votre majesté, nous sommes infiniment honorés d'être reçus par vous. Et ma femme. De la République veuillez permettre à ma fille de Bonjour madame. Bonjour remettre le collier de fleurs selon notre tradition. Bien, bon, je vous remercie beaucoup. Merci. Jasmin pour le général de Gaulle. Madame la Présidente, permettre à ma fille de lui présenter Orchidée pour la présidente. Puis, sous le parasol royal, les deux chefs d'État se dirigent vers le pavillon d'accueil.
10 kilomètres de voie triomphale de Pochentong à Phnom Penh. 200 000 personnes sont là ce premier soir. Accueil sans précédent dans l'histoire du royaume. Visites diverses, réceptions, conversations politiques vont se succéder pendant les 3 journées que dure le voyage. Les hôtes du Cambodge résident dans l'enceinte du palais royal, édifice à l'architecture symbolique, représentant une montagne sacrée, la demeure des dieux. Dans la salle du trône, les membres du gouvernement et les chefs de mission du corps diplomatique sont présentés au général de Gaulle. À 250 km seulement de Saïgon, Phnom Penh est la capitale d'un pays qui se veut neutre, ami de tous et allié de personne, et qui a réussi à garder intacte sa liberté d'appréciation, selon les propres termes de Norodom Sihanouk. C'est dès l'indépendance du pays, en 1953, qu'a été formulée cette ligne directrice de neutralité. Norodom Sihanouk s'y tient rigoureusement car, c'est une autre de ses expressions, il sait que le Cambodge, entre le Laos et le Sud-Vietnam, est comme une paillote inflammable entre 2 paillotes où le feu a déjà pris. Monsieur le Président de la République, qu'il me soit permis de vous prier, au nom des forces armées royales khmères, de daigner accepter, en témoignage très modeste mais très fervent, de notre plus profonde reconnaissance, admiration et vénération, le scribe royal vous nommant général suprême des forces armées royales du Cambodge. Monseigneur, c'est un insigne honneur que vous voulez bien faire de me remettre ce titre que j'aurai l'honneur de porter. Et j'apprécie d'autant plus cet honneur que je sais, Monseigneur, tout ce que le Cambodge, depuis sa naissance, c'est-à-dire depuis plus longtemps que l'histoire, a eu le courage de vaillance militaire et les a encore aujourd'hui. Je suis très honoré de vous remercier et je remercie les chefs d'état-major qui sont présents à cette magnifique cérémonie. C'est un grand honneur pour nous, Monsieur le Président de la République. Veuillez daigner accepter d'être des nôtres. Merci, mon cher.
Phnom Penh est bâti au bord du Mékong, épine dorsale de 600 km du nord au sud du pays. Face au palais royal, sur le Tonlé Sap, l'un des larges bras du Mékong, la fête des eaux. Les piroguiers sont venus des régions les plus reculées du pays, presque d'un autre temps. Voilà, il vient d'arriver tout à l'heure, je crois. Ils n'ont qu'un regret, c'est de ne pouvoir faire la course pour le général. Mais ils auront vu le général. Mais ils n'auront pas pu faire la course. Une antique tradition veut encore que le corps de ballet royal, institution aussi ancienne que la monarchie angkorienne elle-même, attire les bénédictions des puissances célestes sur les hôtes du pays que le souverain veut honorer. Ce ballet, que danse la princesse Bofa Devi, a été écrit et réglé par la reine elle-même. Ce ballet est suivi de l'adaptation d'une danse folklorique des tribus des hauts plateaux, qui invoque les génies du terroir, des montagnes, des sources et des rivières.
contraste entre le maintien des traditions du passé et un présent résolument moderne, le complexe sportif national de Phnom Penh. 100 000 des habitants de la capitale sont là le 1er septembre au matin. Nous t'acclamons en accueillant ton chef. Il est là parmi nous, ces héros de l'histoire. C'est pour lui qu'en ce jour de liesse et de gloire, notre peuple se presse en cette vaste nef. C'est l'homme, le soldat, sa grandeur que je chante, sauveur de sa patrie, apôtre de la paix dont le nom resplendit, s'élançant comme un trait lancé par le destin et dont l'éclat nous hante. Depuis plus de 20 ans, l'histoire nous apprend quel fut le résistant, sa vision, son courage, refusant de céder à l'ennemi en rage, luttant pour redonner la France à ses enfants. Élevé au pouvoir, maître des destinées d'un grand et beau pays touché par le malheur, président admiré partout pour sa valeur, il rend à sa nation puissance et renommée. L'Occident et l'Orient tournent vers lui les yeux, attendant réconfort, sympathie et soutien. Il écoute les peuples, il accède à leurs vœux et fait de l'amitié leur authentique lien. Que ce jour en nos cœurs reste à jamais gravé, que le ciment qui lie nos deux peuples demeure, que jamais pour nos fils votre affection ne meure. Le Cambodge et son chef seront alors comblés. Le journaliste étranger a cru bon d'ironiser tout récemment sur le fait que les Khmers considèrent le général comme un Saint-Georges capable de terrasser les dragons ennemis de notre royaume. Nous répondrons à ce journaliste et à ses collègues qui pourraient penser comme lui que notre monde actuel, où tant de peuples sont victimes d'injustice ou subissent des actes de guerre, a le plus grand besoin de modernes Saint-Georges qui les aident à terrasser les méchants dragons, non certes par la lance ou l'épée, mais par des prises de position courageuses sur le plan politique et diplomatique. Des Saint-Georges qui osent défendre, même contre le gré de leurs alliés, la justice, le bon droit et la paix. Je déclare ici que la France approuve entièrement le Cambodge. Quant à l'effort
quant à l'effort qu'il déploie pour se tenir en dehors du conflit et qu'elle continuera de lui apporter dans ce but son soutien et son appui. Oui. Oui, la position de la France est prise. Elle l'est par la réprobation, par la condamnation qu'elle adresse en ce qui concerne les actuels événements. Cette position est prise aussi par sa résolution de n'être pas, où que ce soit et quoi qu'il arrive, automatiquement impliquée dans l'extension éventuelle du drame et de garder en tout cas les mains libres. Mais elle l'est encore par l'exemple qu'elle a naguère donné en Afrique du Nord, en mettant délibérément un terme à des combats stériles sur un terrain que pourtant ses forces dominaient sans conteste, qu'elle administrait directement depuis 132 ans et où elle avait implanté plus d'1 million de ses enfants. Mais comme ces combats n'engageaient ni son honneur, ni son indépendance, et qu'à l'époque où nous sommes, il ne pouvait conduire à rien qu'à des pertes, des aides et des destructions sans cesse accrues, la France a voulu et a su s'en sortir, sans que, bien au contraire, en ait souffert son prestige, sa puissance et sa prospérité. Eh bien, la France considère que les combats qui ravagent l'Indochine n'apportent par eux-mêmes, et eux non plus, aucune issue. Suivant-elle, s'il est invraisemblable que l'appareil guerrier américain puisse jamais être anéanti sur place, d'autre part, il n'y a aucune chance pour que les peuples de l'Asie se soumettent à la loi d'un étranger venu de l'autre rive du Pacifique, quelles que puissent être ses intentions et quelle que soit la puissance de ses armes. Bref, si longue et dure que doivent être encore l'épreuve, il est certain aux yeux de la France qu'elle n'aura pas de solution militaire. Dès lors, et à moins que le monde ne roule vers la catastrophe, seul un règlement politique pourrait rétablir la paix. Comme les conditions de ce règlement sont bien claires et bien connues, on peut encore espérer, tout comme celui de 1954, l'accord aurait pour objet d'établir et de garantir la neutralité des peuples de l'Indochine et leur droit de disposer d'eux-mêmes tels qu'ils sont effectivement, et chacun étant responsable entièrement de ses propres affaires. Les contractants seraient donc les pouvoirs qui s'y exercent réellement, et parmi les autres États, tout au moins les 5 puissances mondiales. Mais la possibilité, et à plus forte raison l'ouverture d'une aussi vaste et difficile négociation dépendrait évidemment de la décision et de l'engagement qu'auparavant
aurait voulu prendre l'Amérique de rapatrier ses forces dans un délai convenable et déterminé. Sans nul doute, une telle solution n'est aujourd'hui pas mûre du tout, à supposer qu'elle ne devienne jamais. Mais la France juge nécessaire d'affirmer qu'à ses yeux, il n'en existe aucune autre, à moins de condamner le monde à des malheurs grandissants. La France le dit au nom de son expérience et de son désintéressement. Elle le dit en raison de l'œuvre qu'elle a naguère accomplie dans cette région de l'Asie, des liens qu'elle y a conservés, de l'intérêt qu'elle continue de porter au peuple qui l'habite et dont elle sait qu'il le lui rende bien. Elle le dit à cause de l'amitié exceptionnelle et 2 fois séculaire qu'elle a pour l'Amérique, de l'idée qu'elle s'en fait depuis longtemps et que celle-ci se fait d'elle-même, à savoir celle d'une nation champion de la conception suivant laquelle il faut laisser chaque peuple disposer à sa façon de son propre destin. Elle le dit compte tenu des avertissements que Paris a multipliés à l'égard de Washington quand rien n'avait encore été accompli d'irréparable. Elle le dit avec la conviction qu'au degré de puissance, de richesse, de rayonnement auxquels sont actuellement parvenus les États-Unis, le fait de renoncer à leur tour à une expédition lointaine qui apparaît sans bénéfice et sans justification, et de lui préférer un arrangement international organisant la paix et le développement dans cette importante région du monde, n'aurait rien qui puisse blesser leur fierté, contrarier leur idéal et nuire à leurs intérêts. Au contraire, si les États-Unis prenaient cette voie conforme au génie de l'Occident, quelle audience recouvrerait-il d'un bout à l'autre du monde et quelle chance recouvrerait la paix sur place et partout ailleurs? En tout cas, sauf en venir là, aucune médiation n'offre ni n'offrira aucune perspective. Et c'est pourquoi la France, pour sa part, n'en a jamais proposé et n'en propose aucune. Où donc, mieux qu'à Phnom Penh, aurais-je pu formuler cette espérance et cette attitude, puisque ce sont aussi celles du Cambodge, puisque l'active amitié de nos gouvernements et de nos peuples est aujourd'hui plus vivante que jamais, puisqu'en voici la preuve inoubliable. Tieyo Kampuchea!
Cambodgiens connaissent la valeur de la paix. Certains de leurs rois ne s'étaient-ils pas, il y a bien longtemps, épuisés à faire la guerre en dépit des prières du peuple? Des guerres orgueilleuses qui avaient pour compensation une folie de construire, de marquer une époque. Il nous en reste le témoignage. Angkor, où fleurit pendant des siècles le culte des rois-dieux. Angkor, plaine fertile, jalonnée de temples montagnes. Les rois et les usurpateurs, les brahmanistes et les bouddhistes se sont succédés sur ce champ si convoité. Mais chacun a ajouté quelques pierres à la gloire du Cambodge. Le royaume s'étendra un temps de la mer de Chine à l'océan Indien. C'est un peu de ces fastes qui revivent, pour un soir, dans le défilé du couronnement que l'on ne donnera peut-être plus jamais, aujourd'hui que le Cambodge est une monarchie constitutionnelle, un État démocratique dont le chef a renoncé à la couronne pour être le véritable élu de son peuple. Vienne donc, peut-être une dernière fois, la longue procession du passé. Les éléphants, souverains des batailles, les brahmanes, annonçant l'incarnation de Dieu sur terre, les guerriers, tous les hommes du royaume et leurs souverains. Au dernier jour du voyage, le 2 septembre 1966, une déclaration conjointe manifeste la communauté de vue des deux pays, tant sur la situation dans le sud-est asiatique que sur les rapports franco-cambodgiens. Quand le général de Gaulle s'en va, certains ici lui donnent un surnom, celui de Varman, armure, cuirasse. Ils donnent à ce surnom le sens de garant de leur neutralité. Cette neutralité n'est pas toujours facile à maintenir, mais les Cambodgiens lui doivent d'être aujourd'hui.
au sein d'un continent pourtant troublé, de continuer d'être et de se développer librement.